Allez, je vous propose d'aborder notre première table ronde. On va parler de biodéchets. Quelles solutions pour faire face aux nouvelles exigences réglementaires d'ici 2024? Allez, pour commencer, j'aurai besoin sur scène d'Antoine Chiron et de Mélissa Laurent. On peut les saluer. Voilà, je vous en prie. Antoine Chiron, vous travaillez à l'ADEME Grand Est, l'agence de la transition écologique. Vous êtes le référent des collectivités pour les départements de l'Aube et des Ardennes. Et Mélissa Laurent, vous êtes référente économie circulaire à la CMA, Chambre des métiers du Grand Est. On va commencer avec vous, Antoine, si vous le voulez bien. On va parler tout au long de cette table ronde des biodéchets. C'est quoi, au fait, un biodéchet pour les gens qui ne sauraient pas encore la définition lui accorder? Allez-y. Et puis on a une photo derrière vous. Alors les biodéchets, c'est assez simple, hein. Il y a deux principales catégories en termes de biodéchets. Il y a d'une part les déchets alimentaires et d'autre part les déchets verts. Voilà, c'est ce qui regroupe, on va dire, le terme biodéchets. Ça représente quoi en termes de volume à l'échelle de la France? Alors, si on sort les activités agriculture et sylviculture, on est à peu près sur un gisement national de l'ordre de 30 millions de tonnes de biodéchets en France. Sur ces 30 millions de tonnes, à peu près, hein, on est à peu près à la moitié qui est pris en charge par le service public. On a à peu près un tiers qui est géré par les professionnels de façon privée. Et puis le restant qui relève de ce qu'on appelle la gestion domestique, en fait, voilà, typiquement le compostage domestique, la gestion qu'on appelle de proximité, voilà. C'est le restant de ce gisement. Alors sur ces biodéchets, il existe une réglementation d'ailleurs assez ancienne, qui ne remonte pas à hier. Vous allez nous en dire deux mots de cette réglementation de manière succincte. Et je crois qu'on avait peut-être une frise. Voilà. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, il y a eu 3 grandes lois qui sont sorties depuis 2010, effectivement. Donc la première, c'était la loi Grenelle, qui a donc derrière fixé des seuils pour mettre en place le tri à la source des biodéchets pour les professionnels producteurs de biodéchets. Donc on a eu des seuils qui étaient dégressifs d'une année sur l'autre. Au départ, en 2012, c'était les gros producteurs de biodéchets qui produisaient plus de 120 tonnes par an qui étaient soumis à cette obligation de tri à la source. Et puis petit à petit, ce seuil est descendu d'année en année. Oui, on voit 2016, 10 tonnes, c'est ça? Voilà, donc en 2016, il y a eu ce seuil de 10 tonnes pour les producteurs de biodéchets qui étaient concernés par ce tri à la source. Là, cette année, on est à 5 tonnes. Et puis, l'année prochaine, à partir du 1er janvier, c'est tout le monde qui doit être concerné par le tri à la source des biodéchets. Alors, tout le monde, c'est-à-dire? Tout le monde, c'est-à-dire aussi bien le particulier que le professionnel, les services publics, voilà, tous les acteurs du territoire sont concernés par le tri à la source. Sachant que je le précise, la réglementation s'est voulue assez large au niveau de la définition du tri à la source. Quand on parle de tri à la source, ça peut aussi bien être ce qu'on appelle de la gestion de proximité, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure pour l'habitant, du compostage domestique dans le jardin. C'est du tri à la source, on appelle ça gestion de proximité, mais ça fait partie du tri à la source. Ou alors ça peut être des solutions, on va dire, un peu plus centralisées, c'est-à-dire une collecte qui est réalisée et puis un traitement qui est fait sur une plateforme de traitement centrale. Voilà, donc il y a plusieurs solutions et la réglementation les permet. Alors ce qui signifie quand même, Antoine, que toutes les collectivités vont devoir trouver des solutions pour collecter citoyens, éventuellement entreprises et professionnels aussi? Alors, effectivement, les collectivités, disons que leur cœur d'activité, c'est de travailler auprès des ménages et d'offrir une solution aux ménages dans le cadre du service public. Mais localement, parfois, il peut se définir des synergies avec des professionnels qui sont producteurs aussi de biodéchets. Et on se rend compte que les caractéristiques des biodéchets, un biodéchet professionnel, c'est le même un peu en caractéristique qu'un biodéchet ménager. Donc des fois, il peut y avoir des synergies qui peuvent se trouver localement entre ce qui est proposé par le service public et ce qui est ça existe déjà? Vous avez des exemples de synergies comme ça qui se sont déjà mises en place? Disons que le service public collecte ce qu'on appelle les ménages et les assimilés. Donc à la base, il y a déjà les
les professionnels assimilés qui produisent des déchets dont les caractéristiques sont similaires à celles des ménages. Et les artisans en font bien souvent partie. Donc il peut arriver qu'effectivement, quand une collectivité, par exemple, met en place une collecte séparée des biodéchets pour les ménages, elle l'ouvre aussi, d'une certaine façon, auprès des professionnels assimilés. Mais je dirais qu'il n'y a pas de solution unique. Hein. C'est-à-dire que chaque territoire a ses spécificités, chaque territoire a ses acteurs économiques propres, et les solutions doivent être définies avec les acteurs localement. Voilà. Le 31 décembre 2023, c'est demain. On peut presque même dire que c'est aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que les professionnels, les artisans, notamment dans les métiers de bouche, seront prêts à faire face à cette nouvelle réglementation ? Alors, très clairement, hein, je pense qu'il va falloir... il va y avoir un temps de mise en œuvre, en fait. Hein. Et on le voit d'ailleurs au sein des collectivités. Hein. Les collectivités ont pris le sujet aussi en main. À ce jour, pour vous donner une idée, on est à peu près à 65% du Grand Est en population qui est concerné par le tri à la source des biodéchets au niveau des collectivités. Mais quand on dit concerné, ça veut dire que soit c'est déjà déployé, soit c'est en cours de déploiement, et bien souvent on est sur des opérations pluriannuelles qui peuvent durer 3 ans. Donc ça peut démarrer maintenant, mais le temps que ça se déploie, voilà, ça nécessite plusieurs années. Et je pense que pour les professionnels, c'est pareil, c'est un déploiement, je pense, qui va se faire progressivement quand même dans les prochaines années. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions. Mélissa, les biodéchets, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien pour vous avoir mené dernièrement une étude dont on dévoilera dans un instant les grands enseignements. Petite question, Mélissa, comment se fait-il que les métiers de bouche ne soient pas concernés par cette collecte des biodéchets, ce tri des biodéchets depuis bien longtemps? Comment ça se fait que ça n'arrive que maintenant? C'est une excellente question. Alors effectivement, les différents seuils réglementaires rappelés par Antoine Chiron de l'ADEME ont d'abord concerné les gros producteurs de biodéchets, donc tels que les industriels agroalimentaires. Et grâce à EGIDA, qui est un outil développé par la CMA Grand Est, qui permet d'évaluer le gisement des déchets de l'artisanat, nous avons pu établir une moyenne des biodéchets des métiers de bouche annuels qui s'élève à 2,2 tonnes par établissement. C'est ce qu'on voit ce juste sont les derrière chiffres qu'on vous. voit Voilà. effectivement derrière moi. Oh, ça permet de comparer par rapport à ce qu'on produit un habitant, 125 Tout à kilos fait. par an. Tout à fait. Et on a pu effectivement aussi affiner cette moyenne de 2,2 tonnes avec une enquête auprès de 125 métiers de bouche pour déterminer en fait les quantités de biodéchets par tranche d'effectifs. Et il ressort que seules les entreprises de plus de 10 salariés dépassent potentiellement le seuil des 5 tonnes, donc le seuil de 5 tonnes qui est appliqué depuis le 1er janvier de cette année. Et donc finalement, la plupart des métiers de bouche de l'artisanat vont être concernés par la réglementation en même temps que les ménages à la fin de l'année 2023. Est-ce que vous avez essayé de comprendre comment les métiers de bouche allaient traiter ce sujet au sein de leurs établissements? Bien sûr, on a fait donc une étude qui a visé à évaluer les enjeux et les scénarios possibles au tri à la source des métiers de bouche dans l'artisanat, donc grâce à nos partenaires et dans le cadre du programme Climaction. Et c'est une étude dans laquelle on a cherché à poursuivre de nombreux objectifs. Parmi quelques-uns des objectifs, donc tout d'abord, bien sûr, de chercher la meilleure solution de gestion des biodéchets pour les métiers de bouche, en prenant en compte leur environnement territorial, leurs contraintes techniques, économiques et organisationnelles, pour finalement leur permettre de s'adapter et de pouvoir les accompagner dans la réglementation à venir. C'est quoi les principaux enseignements que vous tirez de cette étude, Mélissa? Que vous disent les artisans? Alors, plusieurs enseignements. Le premier, c'est que la plupart des métiers de bouche n'ont pas attendu d'être l'obligation réglementaire pour répondre à cette obligation de tri à la source, puisque dans l'enquête que nous avons conduite, 66% des artisans avaient déjà une solution totale ou partielle de tri à la source des biodéchets. Et c'est quoi ces solutions principales retenues? Ces solutions, elles sont principalement du don. La pratique du don est très répandue, mais c'est principalement du don informel, donc c'est-à-dire du don aux salariés, aux clients, à des agriculteurs pour vocation de valorisation d'alimentation animale. Et finalement, très peu de solutions de collecte, que ce soit par le service public ou lorsqu'il existe une collecte à destination des métiers de bouche, des assimilés, et donc et très peu aussi de collecte par le secteur privé.
Quels sont les freins que mettent en avant les artisans ou les difficultés qu'ils rencontrent par rapport à ce tri des biodéchets? Alors, les différents freins, dont il y en a deux principaux qui sont ressortis. Évidemment, c'est le facteur temps, le manque de temps pour trier un flux de Ça déchets prend du supplémentaires. Ça peut prendre du temps, mais finalement, c'est souvent une idée reçue. En réalité, on a aussi fait des témoignages dans le cadre de l'étude d'entreprises qui réalisaient du tri à la source, que ce soit par collecte séparée ou par gestion de proximité, donc principalement par compostage. Et en fait, finalement, ces entreprises-là ne ressortaient pas comme frein le temps que ça générait de trier à la source aux biodéchets. Néanmoins, dans l'enquête que nous avons réalisée, on peut comprendre que du coup, c'était une idée reçue, puisque la plupart ont sorti le facteur temps comme étant un des principaux freins. Et le deuxième facteur, c'est facteur en termes de frein, c'est évidemment le coût que génère une collecte supplémentaire. Ça coûte cher? Alors ça peut coûter effectivement cher, ça peut coûter en coût direct, le fait de payer une prestation de collecte dans le cadre d'une redevance spéciale ou incitative, si c'est dans le cadre du service public. Mais dans ce cas-là, ce sont des solutions qui sont systématiquement sorties comme étant les plus abordables pour les métiers de bouche, la collecte par le service public. Le service privé, on a pu observer différents seuils de coûts qui peuvent être parfois très importants, notamment dans des secteurs très ruraux où il n'existe pas beaucoup d'acteurs de la collecte. Et puis il y a aussi des coûts indirects, donc le fait de mobiliser du temps de main-d'œuvre sur la gestion de ce biodéchet. Aujourd'hui, vous, la Chambre des métiers, vous préconisez quelle solution en particulier? Est-ce qu'il y en a une qui ressort plus que d'autres? Alors on préconise, il n'y a pas de solution unique, effectivement, comme pas de le rappelait solution miracle, Antoine. en tout cas. Exactement. Le choix des deux typologies de solutions, la collecte séparée ou le compostage de proximité, va dépendre de plusieurs facteurs qui sont inhérents à l'entreprise. On a cité le facteur temps et le facteur coût, mais il y a également la diversification des biodéchets et leur nature. Même si elle est assimilable à celle des ménages, c'est ce qui est ressorti effectivement aussi dans l'enquête, c'est aussi des biodéchets qui ne sont pas forcément assez diversifiés pour faire du compostage de proximité. Alors c'est ce qu'on voit derrière sur cette diapositive, la qualification des biodéchets. Voilà, ça c'est effectivement les chiffres qu'on avait ressortis sur la question des biodéchets, les produits les plus fréquemment par les métiers de bouche. Et donc on voit bien que ce qui ressort, ce sont vraiment des biodéchets qui sont assimilables à ceux des ménages. Donc les métiers de bouche vont produire évidemment davantage de quantité, mais en termes de qualification de nature, c'est vraiment assimilable à ceux des ménages. Alors je crois que vous aviez des scénarios, c'est ça? On a peut-être une diapositive, trois scénarios, on va peut-être les afficher tous les trois si c'est possible. Comme ça, on va pouvoir les regarder ensemble. Je vous laisse nous les commenter, Mélissa. Alors, effectivement, comme il n'y a pas de solution unique et que ça va dépendre de plusieurs facteurs liés à l'entreprise et à son territoire, on a tout de même cherché à développer 3 scénarios possibles au tri à la source pour viser à développer, à massifier une solution technique à la cible artisanale, ici pour répondre à la problématique de tri des biodéchets. On a développé 2 scénarios de collecte séparée et un scénario de collecte de compostage de proximité. Et pour décrire très brièvement les 2 premiers scénarios de collecte séparée, le premier concerne la collecte par le service privé, donc c'est le scénario B, et qui consiste, dont l'objectif est de mutualiser une offre de collecte séparée sur un territoire géographique. Ce type de scénario a plusieurs avantages pour une entreprise. Le premier, c'est de bénéficier de coûts individuels réduits que si l'entreprise passait par un prestataire dans le cadre d'un marché unique par rapport à une offre mutualisée. Il y a également un facteur temps qui est intéressant dans ce type de collecte, puisque les collectes séparées sont systématiquement les modes de gestion du biodéchet qui prennent le moins de temps pour l'entreprise. Et puis, pour l'entreprise, c'est intéressant de passer par un professionnel du déchet, du biodéchet, pour bénéficier ainsi de la qualité de service que ça implique derrière. Et pour le scénario A, qui est le premier des scénarios que nous avons tendance tout de même à recommander lorsque c'est possible, c'est le scénario de collecte également en porte-à-porte, mais cette fois-ci par le service public. Et donc l'objectif est d'intégrer les assimilés. Le service public, c'est la collectivité, c'est ça, c'est le service des ordures ménagères, sauf que là, on aurait un service complémentaire. C'est exactement ça. Et donc l'objectif, c'est d'intégrer les métiers de bouche, donc les assimilés, dans une collecte à destination des ménages qui serait déjà existante. Et donc là, il y a des avantages pour l'entreprise et pour la collectivité. Pour l'entreprise, c'est des avantages de coût individuel réduit, de temps,
temps de gestion réduit, puisque collecte séparée, c'est ce qui prend le moins de temps pour l'entreprise. Et pour l'entreprise, c'est intéressant aussi d'avoir une globalité de services sur sa collectivité au niveau de la gestion quotidienne de ses déchets, le fait de ne pas multiplier les interlocuteurs pour chacun des flux de déchets, le fait de faire appel à un prestataire pour les huiles usagées, à un autre prestataire pour les ordures ménagères, pour les recyclables, etc. Et pour la collectivité, il y a également 3 typologies d'avantages que nous avons fait ressortir. Le premier, il est économique. Le fait d'intégrer les assimilés dans une collecte existante, ça permet d'optimiser les coûts de collecte, de façon aussi à bénéficier de réduction d'économies d'échelle sur les étapes de valorisation du biodéchet. Et enfin, le fait aussi d'avoir une rentrée d'argent financière, puisque ce sera un service redevable par le biais d'une redevance spéciale ou incitative. Il y a une dimension aussi de développement économique pour la collectivité, le fait de proposer des services à ces entreprises sur son territoire qui soient pratiques au quotidien, qui soient accessibles. C'est aussi une notion d'attractivité pour la collectivité envers les entreprises de son territoire. Et enfin, la CMA Grand Est, elle a la possibilité de mettre à disposition de la collectivité son expertise sur la thématique des biodéchets en proposant un copilotage d'un projet de création de collecte à destination des assimilés qui pourrait prendre la forme, par exemple, d'une quantification des biodéchets produits par les métiers de bouche du territoire, du calibrage de l'offre de collecte avec, par exemple, donner une idée du volume, de calibrer les contenants à mettre à disposition des entreprises ou une ingénierie aussi de financement, donc le prix à pratiquer auprès des entreprises. Et donc, pour finir, je conclurai aussi sur ce point-là. La CMA, après, peut aussi accompagner dans un cadre de médiation et d'accompagnement des entreprises au travers des sensibilisations groupées, des diagnostics individuels pour les entreprises, des diagnostics économie circulaire, proposer à la collectivité des plans d'action de réduction du gaspillage alimentaire et finalement un accompagnement qui va jusqu'à la mise en œuvre de la solution de collecte qui aura été codécidée avec la collectivité, la CMA Grand Est, dans l'objectif de créer une adhésion forte à ce changement et puis également d'avoir une gestion vertueuse de la gestion du biodéchet pour la collectivité et les entreprises. Ce conseil, c'est vous qui le faites? Vous avez une équipe autour de vous pour l'apporter auprès des collectivités? Effectivement, on a une équipe qui a à disposition à la fois des conseillers environnement qui sont sur le terrain auprès des entreprises, mais également auprès des collectivités locales qui peuvent nous solliciter, et elles nous l'ont déjà fait sur la question des biodéchets, puisque nous avons fait un webinaire de présentation de cette étude en février dernier, dans lequel il y a eu plus de 100 collectivités du Grand Est qui ont participé, ce qui a généré ensuite des prises de contact, des échanges, et puis des premières construction de partenariats avec les collectivités locales. Très bien, merci beaucoup Mélissa. Et puis si les gens veulent en savoir plus, on les invitera à vous rencontrer tout à l'heure au moment du pot en fin de matinée. On va inviter 3 nouveaux intervenants à nous rejoindre sur scène. Il s'agit de Thomas Richarme, Yves Leboeuf et Nabil Zbahi. Merci de les applaudir. Voilà. Allez vous installer. Et je vais vous les présenter de suite. Ils feront un petit geste de la main pour qu'on puisse bien les reconnaître. Thomas Richarme, voilà, un petit geste de la main, bonjour, collecteur de biodéchets du côté de Troyes. Yves Leboeuf, bonjour, vous êtes brasseur du côté de Reims. Et Nabil Zbahi, vous êtes fondateur de la Casa Pain, également élu de la CMA en siégeant au sein de la commission développement économique. On va commencer avec vous, Nabil, si vous le voulez bien. Vous avez fondé la Casa Pain en l'an 2000. C'est une enseigne de boulangerie qui dispose aujourd'hui de 9 établissements sur le Grand Reims. C'est quoi la nature des biodéchets que vous produisez, monsieur? Alors, les biodéchets, ils ont été exposés tout à l'heure. C'est essentiellement, on faisait partie du top 3, les épluchures, les coquilles d'œufs et du pain qui reste de la veille des invendus. Ça représente quel volume? Alors, on avait fait une étude, j'avais marqué un peu plus loin, c'est des volumes importants. Et en fait, plus on est vertueux, et c'est ça un peu le paradoxe un petit peu d'essayer de bien travailler en prenant soin avec des produits de qualité, des produits bruts, c'est que plus on va travailler des produits bruts et des produits directement achetés chez le producteur, par exemple, en fruits et légumes, plus on va avoir des épluchures, à contrario que certains professionnels pourraient acheter des produits déjà épluchés, en conserve, etc. Et ils n'auraient pas du tout à gérer cette problématique de biodéchets. Donc vous avez besoin de la gérer parce que vous travaillez qu'avec des produits frais. Exactement. Que deviennent vos biodéchets au fait?
Alors, ça fait plusieurs années que nous faisons du tri directement dans le laboratoire. C'est un seau, c'est un pot, c'est des bassines que l'on conserve en chambre froide et que l'on va répandre dans un champ de Sillery, parce que je suis conseiller municipal à la commune de Sillery. Il y a un partenariat donc, avec la commune. Donc voilà, on fait de l'épandage. Donc la vocation, c'est pas faire du compost, parce qu'en fait, le compost, c'est un processus qui est très long et qui a besoin d'être travaillé. Et donc en fait, on fait de l'épandage expansif un petit peu, on répand. Et sur un principe tout simple, hein, ce qui vient de la nature retourne à la nature. C'est le principe de votre salade que vous avez épluchée à la maison. Il en reste 3-4 brins. Vous les mettez dans l'air, vous revenez le matin, il n'y en a plus. Donc là, c'est des quantités beaucoup plus importantes, mais ça se fait tout naturellement. Vous confirmez ce que nous disait Mélissa, il y a une contrainte de temps dans le tri des biodéchets. Effectivement, il y a une contrainte de temps, surtout sur le transport, l'aller-retour pour aller justement sur ce lieu de déversement où c'est qu'on va les répandre. Parce que vous allez épandre ces biodéchets, vous les donnez à l'agriculteur, c'est ça? Non, on les épand dans une... En fait, on expérimente un petit peu avec la commune de Sillery. Donc, on fait de l'épandage. Et de temps en temps, les employés communaux viennent avec leur tracteur, remuent un petit peu toutes ces épluchures qui commencent à se dégrader. L'idée, c'est d'apporter Et ça fait un substrat qui après est remélangé et qui est remis un petit peu dans les potagers communaux. Ça, c'est de l'expérimentation. Pardon ? C'est de l'expérimentation. Tout à fait. Parce qu'en fait, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui nous semble raisonnable et économique pour pouvoir venir traiter et récupérer nos déchets. Et alors, ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est que les entreprises, comme tous le particulier, nous sommes soumis à des taxes qu'on appelle la TOM, hein, c'est les taxes des ordures ménagères, qui sont calculées sur notre impôt foncier. Voilà, tout le monde paye un petit peu, donc c'est un petit peu que vous ayez une grande maison ou une petite maison, la taxe sera différente, que vous soyez 10 à la maison ou que vous soyez vertueux dans vos pratiques ou pas du tout. Donc c'est une taxe qui n'est pas très équitable, il me semble, et qu'aujourd'hui, on nous rajoute des réglementations, c'est très bien parce qu'il faut faire attention. Il n'y a pas de sens à brûler, à mettre à l'incinérateur une salade ou des épluchures de tomates, etc. Il n'y a pas de sens, mais quelque part, il va falloir aussi que les entreprises s'organisent et payent ce nouveau service. Donc en fait, on fait toujours du plus, il n'y a pas du moins qui vient s'opérer dans l'opération. Petite question, que deviennent au fait vos pains, vos viennoiseries invendus chaque jour? Alors tous les pains blancs, une partie est séchée depuis plusieurs années, séchée, broyée, on les réutilise en chapelure, qu'on réintroduit en très petite quantité dans quelques productions. Et l'autre partie où il y a des ingrédients, alors il y a ce qui avait été évoqué tout à l'heure, il y a du don qui se fait avec des agriculteurs, ou alors après où on va déposer toutes ces parties-là dans un méthaniseur. Quand vous dites on va déposer, vous vendez? Non, on les dépose. On les dépose, donc ça vous coûte de l'argent. Il y a le déplacement. Tout à fait. Vous avez déjà estimé à peu près le temps que votre personnel consacrait au On tri est des à peu biodéchets? près à 2-3 heures par semaine. Voilà, ça reste encore raisonnable. Est-ce que vous savez si vos collègues boulangers, ce qu'ils font de leurs biodéchets, et puis est-ce que vous en parlez entre vous, ou est-ce que c'est un sujet qui est peu abordé? L'histoire de la chapelure, ça fait quelques années, ça commence à être un petit peu répandu. Il y a de plus en plus d'adeptes quelque part. En revanche, pour tout le reste des épluchures, des coquilles d'œufs notamment, tout dépend aussi de la nature des produits qu'on utilise. Nous, on a beaucoup de coquilles d'œufs. Il y avait une slide derrière où on parle, ou juste avant, en nombre de bidons plastiques, parce que les ovoproduits, ça ne vient pas tout seul, hein, il y a un contenant. Le fait d'avoir fait ce choix de rebasculer, contrairement à l'ensemble des professionnels, sur des œufs frais et des coquilles, quelque part, oui, il y a un temps plus important concernant le cassage des œufs, mais d'un autre côté, on remet aussi dans la nature ces coquilles d'œufs qui sont aussi remis dans un champ. C'est du calcaire, sa vocation c'est de retourner à la terre. Yves, on va vous passer la parole. Vous êtes maître brasseur, fondateur de Senses Brewing. C'est une entreprise qui est à la fois une microbrasserie artisanale, mais aussi c'est un lieu de vie, un resto, un bar, un lieu qui accueille des concerts, des expos. Tout ça, on le retrouve sur 1500 m² au cœur de Reims. C'est un espace que vous appelez le Shed, c'est bien ça? Exactement. Dont on va découvrir, voilà, tout de suite, on voit quelques images. Quand on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours, Yves, vous m'avez dit avoir créé une bière avec un biodéchet, et ce biodéchet, c'est du pain rassis.
C'est un produit expérimental ou qui est inscrit, que vous vendez régulièrement? C'est une gamme qu'on a fait justement pour les GMS, donc pour les grandes et moyennes surfaces. Ouais. C'est pas une idée de moi, hein. Moi, je travaillais déjà dans une autre brasserie à Bruxelles qui avait ce partenariat avec Deleuze, donc une grosse GMS en Belgique. Et donc à l'époque, on avait déjà récolté une quinzaine de tonnes de pain pour faire une bière spéciale là-bas. Et quand je suis revenu à Reims, l'idée c'était d'imaginer une gamme grand public. Parce qu'il y a plusieurs gammes dans les brasseries. Les brasseries aujourd'hui modernes font des bières très houblonnées, ou ce genre de choses, qui sont difficiles à vendre en grande surface. D'accord. Donc l'idée c'était de créer une gamme spéciale pour la grande surface avec un partenariat en récupérant le pain. Quelle est la particularité de cette bière? Elle est plus légère que les autres? Non, pas forcément. L'idée c'est quand même pas forcément que ça soit senti par le consommateur. Donc on récolte globalement, on utilise globalement 30% poids pour poids de pain par rapport à la base céréale. L'idée, c'est juste de réutiliser l'amidon qui n'a pas été consommé par les levures lors de la levée de la pâte pour du coup recréer des sucres fermentés cibles pour la bière. C'est compliqué de faire de la bière avec du pain rassis? C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut un peu de test pour justement, surtout pour la perception du sel, notamment après dans la bière, parce que là, pour le coup, on ne peut pas dessaler le pain. Et donc voilà. Il y a des contraintes réglementaires, sanitaires? Il faut avoir un suivi et une traçabilité. Donc quand on travaille avec des grandes surfaces, de toute manière, ils ont déjà cette traçabilité, notamment sur les dons qu'ils font. Donc nous, on récupère juste ça comme matière première et on l'intègre dans notre traçabilité. C'est quoi la perception des consommateurs quand on leur propose une telle bière? C'est écrit noir sur blanc sur la bière? Oui, c'est marqué. Du coup, oui, c'est marqué sur l'étiquette. Ils vont de toute manière trouver ça farfelu parce que pour eux, c'est pas. Voilà. Donc du coup, notre idée. Notre idée, c'est de changer les mentalités. Et puis après, c'est qu'un problème de communication. Donc, Petite question, vous en vendez beaucoup? Ça représente 5% de notre production. Donc voilà. Et c'est rentable? C'est pas vraiment rentable. Alors là, va falloir nous expliquer pourquoi vous le faites. Déjà parce que je suis un jeune artisan et que pour moi, plus on va créer de projets comme ça vertueux, plus on pourrait potentiellement, si on voit à la grande échelle, c'est genre on réutilise un déchet qui est du pain, mais ça nous permet de moins utiliser des céréales, donc techniquement je vais peut-être me mettre à dos des personnes, mais du coup éviter de faire de moins grandes cultures, monocultures. Et donc si tous les brasseurs pouvaient réutiliser du pain, le pain c'est 306 000 tonnes par an jetées en France. Alors moi je suis juste un tout petit brasseur de la ville de Reims, mais si tout le monde faisait une bière, peut-être qu'on consommerait un peu moins d'énergie, quoi. Nabil, vous partagez le point de vue d'Yves sur une filière à créer par rapport au pain rassis, comme ça, les 300 000 tonnes par an à l'échelle de la France, c'est envisageable? Vous y voyez un intérêt? Oui, oui, la difficulté dans tout ce que l'on essaie de faire, que ce soit moi, dans la notion d'œuf, les coquilles d'œuf, il y a forcément un intérêt, une filière. Je suis sûr qu'il y a des entreprises qui sauraient quoi faire, transformer à base de coquilles d'œuf. Mais sauf qu'il n'y a pas de filière aujourd'hui, donc ça retourne au champ. C'est pareil pour le pain. C'est vraiment très dommage de remettre ce pain au méthaniseur. La vraie question, d'abord en premier, c'est l'éducation. Alors pas l'éducation, comment arriver à fabriquer la juste quantité et de ne pas se retrouver avec 5-10% de sa fabrication tous les soirs en trop dans nos points de vente. Ça, en fait, la vraie solution, c'est celle-là, en fait, hein, c'est de fabriquer le juste besoin tous les jours. On n'y est pas encore. Mais autrement, oui, que ce soit les coquilles, le pain ou les épluchures, il y a un écosystème. Alors, on parlait d'expérience. Il y a des villes, hein, je me suis intéressé au sujet, qui ont déjà, avec des startups, qui ont déjà mis en place, avec des triporteurs, de faire de la collecte. Mais voilà, c'est toujours des initiatives privées. Ça n'a jamais été accompagné encore aujourd'hui par les collectivités. Antoine Chiron,
Selon de nombreuses sources, quand on regarde un petit peu sur Internet, on voit qu'un tiers des aliments produits sur la planète finit encore aujourd'hui directement ou indirectement à la poubelle. On parle de gaspillage alimentaire depuis le champ jusqu'à l'assiette du consommateur. Est-ce qu'on est dans les mêmes proportions en France? Un tiers à l'échelle de la planète? Alors en France, on est en dessous, quand même un peu en dessous. On est autour de 18%. Mais 18%, il faut savoir quand même que c'est 10 millions de tonnes par an qui sont perdues ou jetées. Donc c'est pas rien. Ça paraît inconcevable aujourd'hui, d'autant plus l'actualité qui nous rappelle encore qu'un certain nombre de millions de Français sont obligés d'aller au Resto du Cœur. Oui, tout à fait. Et là, j'évoquais le gisement, mais en termes de valeur aussi, c'est 16 milliards par an qui sont perdus ou jetés. 16 milliards d'euros? Oui, tout au long de la chaîne alimentaire en France. Donc, on en est où en France de la lutte contre le gaspillage alimentaire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors en France, ce qu'il faut citer tout d'abord, c'est le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire qui est porté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. De mémoire, c'est depuis 2013 que ce pacte national a été lancé et il a pour but justement de réduire, de diviser par 2 les pertes et gaspillages d'ici 2025. Donc il y a du coup toute une série d'initiatives qui ont pu être un peu fédérées au titre de ce pacte national. Voilà, et notamment des collectivités qui se sont lancées dans des projets alimentaires territoriaux. On a toute une série d'acteurs tout le long de la chaîne alimentaire qui se mobilisent. Et vous êtes optimiste? Vous voyez des progrès et vous estimez qu'on devrait... Alors j'imagine bien qu'on ne pourra jamais réduire à zéro le gaspillage alimentaire, ça c'est pas possible. Oui, on ne pourra pas réduire à zéro, mais je pense qu'il y a encore, effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Après, c'est vrai qu'on a vu ces dernières années beaucoup notamment d'opérations qui ont été réalisées en restauration collective, sur, par exemple, un travail sur les portions servies dans les selfs ou autres, les portions petite faim ou plus grande faim, la position du pain aussi au niveau des selfs qui peut réduire considérablement le gaspillage du pain. Rien que de le mettre en fin de self, de service, ça peut générer une baisse importante, très importante. Et puis il y a tout au long de la chaîne alimentaire, on se rend compte qu'en fait les pertes elles sont réparties finalement tout au long de la chaîne alimentaire. Il n'y a pas que le secteur par exemple de la consommation qui génère ces pertes. Il y a vraiment de la production, transformation, distribution, consommation. On se rend compte que ça a lieu un petit peu sur chaque étape de la chaîne alimentaire, et à chaque maillon on se rend compte que il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui peuvent être simples ou plus ou moins complexes. Là, j'évoquais la restauration collective, mais ça peut être aussi de travailler au niveau de la production agricole par rapport à des produits qui sont invendus ou hors calibre au niveau de la production agricole, de travailler sur la mise en lien avec des associations de dons alimentaires. On l'évoquait là il y a quelques instants. Il y a notamment l'association Solal en Grand Est qui travaille sur ces sujets-là. Sur le sujet de la commercialisation, il peut y avoir par exemple la mise en relation de consommateurs et des commerçants qui ont des invendus, mettons, en fin de journée, des applications qui permettent justement de prévenir le consommateur qu'il y a un panier surprise qui peut l'attendre dans telle enseigne aujourd'hui. Ça permet, c'est des petites actions, mais qui finalement ont un impact qui est loin d'être négligeable, mis bout à bout. Donc oui, je suis quand même confiant pour la suite, par rapport à ça. Yves, vous, dans votre restaurant, j'imagine qu'il y a de la production aussi de biodéchets, des assets peut-être trop fournis. Quel regard vous portez là-dessus? Ça, on l'a géré. Ouais. Le Shed, ça a 4 ans, même si on compte la période Covid, mais on a regardé en fait les retours de frites, les retours de la taille des burgers aussi, pour voir si on n'en mettait pas trop dans l'assiette. Là, on a arrêté de mettre, par exemple, automatiquement des sauces et des crèmes pour éviter, en fait, on voyait en fait le retour de tout ça en poubelle. Les gens ne consommaient pas, c'est ouais, ça? Exactement. Donc du coup, maintenant, on a calibré les pains pour qu'ils ne soient pas trop petits et pas que les gens repartent encore faim. Mais du coup, on a calibré les burgers et on a calibré aussi les frites dans l'assiette, et on arrête les sauces. Donc globalement, on a très peu d'invendus, ou en tout cas, nous, au niveau de nos commandes chez les fournisseurs, on essaye d'être au plus juste. Donc pas beaucoup d'invendus,
Et le peu des déchets, c'est les retours poubelles. Donc on fait moins de 20 kilos par semaine. Très bien. On va passer la parole à Thomas Richarme. Vous êtes le créateur fondateur de 3C. C'est une entreprise qui a vu le jour en 2020 et dont l'activité consiste à collecter des biodéchets sur l'agglomération de Troyes. Quel regard vous portez sur le témoignage de vos voisins? Bonjour. Je ne sais pas, après c'est des solutions locales, si, ils s'accommodent un peu de ce qui est proposé localement. Donc moi à Troyes, c'est pour ça que j'ai décidé de proposer la collecte des biodéchets début 2021. Aujourd'hui, j'ai une quarantaine de lieux de collecte et une vingtaine de clients. Qui sont vos clients d'ailleurs? J'ai beaucoup de collectivités, des cantines scolaires, crèches et cuisines centrales. C'est une grosse partie de ma clientèle. Autrement aussi, j'ai des restaurants, j'en ai 3, j'ai des boulangeries. J'en ai 2, il y en a une troisième qui devrait arriver. J'ai des hôtels. Thomas, ce qu'il faut expliquer à nos amis, c'est que avant de travailler dans les biodéchets, vous étiez chef de projet dans l'industrie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans ce secteur d'activité? C'est vraiment un changement total et complet. L'idée, à titre personnel, c'est d'atteindre les 2 tonnes par an des accords de Paris. Oui. Alors j'y suis presque, pas loin. J'ai plus besoin de voiture pour aller travailler. Oui. Donc ça fait ça en moins dans le budget. Après, j'essaye d'acheter au maximum des habits d'occasion et ainsi de suite. Donc c'est un changement de mode de vie qu'on impose aussi un peu à sa famille. Et on voit même d'ailleurs... Et la famille apprécie? Ce qu'on voit en fait, on attend après les politiques pour changer nos façons de vivre. Et déjà au sein d'un foyer, c'est pas évident. J'arrive pas forcément à convaincre. Vous avez des enfants? Oui. Oui. Et alors? C'est pas facile, quoi. Donc j'ai imposé un peu les choses, puis après, j'essaye de servir un peu de modèle à mon modeste niveau. Et puis on verra bien si ça bouge, quoi. Alors donc vous collectez, on a bien compris, les biodéchets auprès d'un certain nombre de commerçants, mais aussi de collectivités et des cantines scolaires. Ça représente quel volume et puis comment vous allez collecter tout ça? Je le fais avec un vélo et une remorque, Oui. donc vélo électrique. Ah, on voit la photo d'ailleurs, hein, c'est ça? Oui, je peux emmener jusqu'à 250 kg sur l'attelage. Oui. 250 kilos. Oui, par tournée, en fait, j'essaye de cumuler les clients, et donc ça fait 250 kilos. Et le vélo continue à avancer avec 250 kilos plus votre poids? Au début, il avance facilement, à la fin un peu moins, il faut servir un peu plus des jambes. D'accord. Ou s'il y a, suivant les conditions climatiques, le froid, le vent, un peu tout ça, quoi. Mais bon, l'idée aussi, c'était de ne pas avoir un véhicule, d'avoir de l'argent aussi à mettre dans un véhicule. Donc là, ça a coût réduit quand même, donc c'est l'avantage. Et je me rappelle plus. Non, c'était quoi le début de la question? Je me rappelle plus. C'était le volume, mais en même temps, comment ça se passe? Vous arrivez chez le commerçant, cantine scolaire, resto, vous leur donnez à disposition des bacs. C'est quoi le mode de fonctionnement? Donc j'ai 2 formats de bacs. J'ai des 22 litres qui ferment bien hermétiquement et des 55 litres, c'est des bacs crocodiles. Donc les bacs crocodiles en 55 litres est plus utilisé dans les épiceries, c'est du fruit et légumes parce que c'est quand même un chou, ça prend vite de la place. Et puis chez les boulangeries aussi, parce que tout ce qui est baguette, pain quand même, ça peut prendre vite de la place. Et au niveau des 22 litres, c'est plus les cantines scolaires, les petits volumes parce que ça peut vite être assez lourd, 1 litre, 1 kilo. Donc on essaye de réduire le remplissage pour éviter que moi je m'esquinte la santé, puis que le personnel de cantine aussi. En parallèle, parce que c'est du poids à porter, c'est pas terrible pour l'ergonomie. J'imagine bien. Et alors, quand tout ça c'est plein, quand il y a 250 kilos, vous filez vous en faites quoi? Donc en fait, quand je viens, je prends les bacs pleins, je les pèse, parce que chaque client a un historique des pesées à la semaine, au mois. Donc pour certains clients, ça peut leur permettre de travailler sur la réduction du gaspillage. Et donc je laisse C'est ce que vous constatez d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une baisse des tonnages au fur et à mesure, enfin des kilos? Ils ont commencé aussi déjà un peu avant moi, mais dans l'idée, c'est qu'ils peuvent proposer aussi des paniers anti-gaspi. On le voit de plus en plus. Il y a aussi la Croix-Rouge qui passe. Donc moi, ce que j'ai finalement, c'est que des défauts de fabrication, ou le marc de café, ou des oranges pressées. Mais finalement, il n'y a pas vraiment des choses encore consommables qui ont été jetées en grande partie. C'est vraiment quelque chose qui était plus consommable. Et alors tout ça, ça devient quoi? Donc alors moi je repars avec les bacs pleins que j'ai pesés, je laisse des bacs propres en fonction du nombre et je repars sur mon terrain à Pont-Sainte-Marie et je mélange la matière collectée avec 30 à 50% de matière sèche. Cette matière elle est déplacée régulièrement pour permettre de l'aérer, que ça composte dans de bonnes conditions, que ça ne méthanise pas, qu'on ne provoque pas du gaz à effet de serre, parce que le remède serait pire que le mal.
Et puis après, ce compost, après analyse, il peut être revendu, soit à des particuliers, soit j'en ai cédé aussi à une association qui a installé des jardins partagés en pied d'immeuble à la Chapelle Saint-Luc. Je leur ai cédé 10 mètres cubes, parce qu'on n'arrive pas forcément à écouler toute la matière. Et du coup, les gens en pied d'immeuble peuvent faire repousser du fruit et légumes grâce à cette matière. Il faut combien de temps pour que ça devienne du compost? À partir de 6 mois, on peut l'utiliser. Autrement, en général, on attend 9 mois dans l'idéal. D'accord, c'est une grossesse, quoi. Voilà. Ce business, petite question, il est rentable? Je gagne un SMIC, c'était le but du jeu. Oui. Donc je gagne beaucoup moins que ce que j'avais avant. Après, il faut vivre en fonction de ce qu'on gagne et puis les choses se font naturellement. Il y a des perspectives de développement? Il y a une personne qui doit me rejoindre à l'automne. Et l'idée, quand même, ce serait peut-être de créer une SKIC, une SCOP, plus une SKIC sur l'agglomération troyenne. Une quoi? Une ski? C'est une société coopérative. Moi, je suis salarié d'une société coopérative, d'ailleurs. Oui. Et là, dans une SKIC, on peut avoir du financement public, à l'inverse d'une SCOP. Donc ça permettrait pour l'achat de matériel ou d'avoir un accompagnement. Ils peuvent aussi participer aux assemblées générales. Ils ont leur mot à dire aussi sur les décisions prises. Et on pourrait monter une équipe de 5-10 personnes avec 5 ou 10 sites. En complément d'autres compagnies qui travaillent sur 3, il y a Covet, Suez, Veolia, mais pour les tout petits producteurs, finalement, on est compétitif au niveau prix par rapport à des camions qui passent, on serait complémentaires. Donc aujourd'hui, vous estimez qu'il y aurait la possibilité de créer une dizaine d'emplois d'indépendants, c'est ça? Ça dépend du gisement local. Oui. Sur 3, c'est 1000 tonnes qui a collecté. Aujourd'hui, moi, j'en collecte, je suis à quoi? Je suis à 1 tonne 2 par mois, je suis à 60 tonnes à l'année, et il y a 1000 tonnes. Donc il y a encore du boulot. 1 tonne 2 par mois, 60 tonnes 1 tonne 2, moi je fais 1 tonne 2 par semaine. Pardon. Ah, pardon, parce que je me disais, oui. Par semaine, ça fait 60 tonnes à l'année. D'accord. Ok. Oui, donc il y a la possibilité de voir d'autres acteurs comme vous, des indépendants, s'installer. Oui, voilà. Ouais. Après, est-ce que ça serait 5, entre 5 et 10? Après, ça dépend du gisement qu'on arrive à capter localement. Vous êtes nettement moins cher que d'autres structures ou que d'autres systèmes et solutions? Si je passe pour collecter, je ne sais pas moi, 40 litres par semaine, alors que le concurrent il dépose des bacs de 120 litres ou 360 litres, c'est sûr que je suis plus compétitif au prix au litre, quoi, à la tonne. D'accord. Vous aviez déjà entendu parler, Nabil ou Yves, de ce type de système? Vous le connaissez sur votre secteur? Je suis ravi d'entendre cette expérience et bravo parce qu'il faut rouler toute l'année. Alors il a une assistance électrique, il a dit. Oui, mais quand même, voilà, et accepter oui, c'est toute l'année, quelles que soient les conditions. Et accepter ce niveau de revenu et cette charge de travail. Donc vraiment bravo. Oui, en fait, c'est les expériences que j'évoquais tout à l'heure qui ont été faites plutôt par des startups dans d'autres régions que j'ai vues. Oui, donc à un moment donné, le modèle peut être duplicable. Et peut-être, et c'est là peut-être l'intérêt de la forme juridique de l'entreprise, être accompagné par les collectivités, justement, pour être boosté un petit peu. Parce qu'en fait, bien sûr, il y aura toujours besoin des gros acteurs, du Veolia, etc., pour chercher les gros tonnages. Mais pour faire un petit peu de la collecte chirurgicale comme ça, on a besoin un petit peu de se faufiler avec ce type de véhicule. Vous aviez une remarque à faire, Yves? Non, je connaissais le principe aussi. Mais par exemple, pour moi, au niveau de la brasserie, les 60 tonnes, c'est ce que je produis comme biomasse par an, comme biodéchets, biomasse. Avec les céréales du coup, cette solution-là, moi, je peux pas l'utiliser. Ou alors vous deviendriez le client unique de monsieur. Oui, c'est ça. C'est aussi une solution. Mais après, je sais que j'ai un collègue qui installe les bacs de compost. Il les produit à Dijon, les bacs à compost. Et il a installé du compostage dans une brasserie en Belgique, justement. Je ne me rappelle plus de la ville. Mais l'idée, c'est du compostage. Approchez bien le micro. Hein. L'idée, c'est de faire du compostage autonome. Après, si vous avez la place, des extérieurs qui permettent de le faire. Moi, j'accompagne aussi des clients à un centre handicapé où ils compostent sur place. Et je m'y rends 2 fois par mois pour faire le suivi, pour faire des transferts s'il y a besoin, pour contrôler qu'ils mettent assez de matière sèche. C'est des possibilités aussi. Et il faut peut-être dire en 2 mots ce que ce sont vos biodéchets chez vous dans la microbrasserie. Ça s'appelle les drèches. Les drèches, ouais, c'est le résidu de céréales qui est amoindri en sucre et en goût. Et donc c'est vraiment le résidu de céréales concassé qu'on jette, quoi. Enfin, moi, je l'envoie à une station de biométhanisation qui a Cernay-les-Reims, donc vraiment dans l'agglo rémoise. Quand vous dites que vous l'envoyez, vous le donnez, vous le vendez? Alors, je le donne, Oui. je l'amène. Oui, donc ça vous coûte de l'argent tout ça? Oui, c'est ça.
Mais Et- je serais de toute manière obligé de toute manière le valoriser parce que la loi m'oblige, au-delà de 10 tonnes par an, à de toute manière valoriser les biodéchets. Donc Oui, je bien n'ai sûr. pas le choix. Et là, ça vous coûte combien à l'année, vous le Je savez? l'avais plus ou moins calculé, mais entre la masse salariale, l'usure de la voiture, comment, et le carburant, on est autour de 3 000 euros, quelque chose comme ça, Annuel. annuel. D'accord. Ça veut dire que vous envisagez éventuellement d'autres solutions pour demain, pour traiter Bah non, en ces fait, drèches? Non. L'idée, c'est je crois plus tard en une note d'empreinte carbone. Donc je me dis qu'en commençant tout de suite à essayer de diminuer mon empreinte carbone, il y aura peut-être des facilités plus tard. Moi, ce que j'essaye de voir, c'est comment réutiliser le gaz euh, indirectement je produis. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je produis du gaz avec mes biodéchets ou ma biomasse. Mais je continue à consommer du gaz et ça ne réduit pas forcément ma facture de gaz. Et voilà quoi. Donc j'essaye de trouver un autre moyen ou d'essayer de comprendre la situation pour que le cercle vertueux soit complet, quoi, que ça revienne vers la brasserie. Et ça, vous ne l'avez pas encore trouvé? Bah, on avait mis quelqu'un j'avais mis quelqu'un. On avait un stagiaire là-dessus, sur ce sujet, pour essayer de produire notre propre gaz avec un biométhaniseur en milieu urbain. Ah oui. Et alors? C'est compliqué. Et c'est peut-être cher? Bah ça, après, c'est pas Oui, une c'est question des que ça soit investissements. cher, c'est plus histoire de PLU, histoire de D'accord, ok. réglementation De urbaine, quoi. Ok. Parce que l'idée, c'était de remettre de l'artisanat en centre-ville. Le problème, c'est que ça va pas non plus avec justement tout ce qui est biodéchets, quoi. On va inviter un dernier intervenant à vous rejoindre. Il s'agit d'Emmanuel Debatty. Voilà, s'il veut bien s'asseoir, on peut l'applaudir. Emmanuel Debatty, directeur déchets et propreté au Grand Reims. Que vous inspirent les témoignages de nos artisans sur cette scène? On voit la diversité de la question et on voit surtout, moi j'ai une remarque, il n'y a pas une solution unique. Les solutions sont multiples, sont très diversifiées, dépendent du territoire, dépendent des acteurs locaux qui sont en place, dépendent des bonnes volontés aussi de ces acteurs locaux. C'est vraiment une situation qui doit s'étudier au cas par cas. Il y a des regroupements possibles, il y a des travails en collaboration envisageables, mais c'est vraiment une analyse au cas par cas de cette situation de collecte des biodéchets qui est très différente d'une collecte d'ordures ménagères où on sait tous, on met notre bac devant chez nous, il y a un camion qui passe, on le ramasse, c'est organisé, c'est mutualisé. Là, c'est très, très différent. Néanmoins, Emmanuel Debatty, est-ce que vous réfléchissez à l'échelle du Grand Reims la manière dont vous pourriez accompagner les artisans et notamment les métiers de bouche à trier leurs biodéchets? Est-ce que vous avez des solutions ou des suggestions à leur proposer sur votre territoire? Alors, sur notre territoire, alors effectivement, sur le Grand Reims, je vais dire que dans l'étude qui a été faite par le CMA sur les scénarios A, B, C, on est entre les deux, entre le A et le B. Alors c'est-à-dire voilà, entre le A et le B. Parce que A, c'est la collectivité, A, c'est la collectivité, B, c'est la B, c'est le société privé. privée. On est entre les deux. Déjà, pour vous donner les capacités d'intervention d'une collectivité. Une collectivité ne peut pas mettre en place un service public ou peut mettre en place un service public s'il y a défaillance du secteur privé. Ça se comprend. Je vais essayer de donner un exemple simple. On parlait des boulangers. Dans une ville où il y aurait 3 boulangers, la collectivité ne pourrait pas créer une boulangerie parce qu'elle a envie de créer une boulangerie qui serait moins chère. Il y aurait une concurrence, il y aurait de l'argent public de dépenser. Concurrence déloyale. Voilà, concurrence déloyale. Donc sur la collectivité Grand Reims, on a des acteurs qui savent faire de la collecte de biodéchets. On a des acteurs connus, des grands groupes que je ne citerai pas. On a des acteurs plutôt agricoles. Et puis, on a aussi des acteurs comme monsieur, notamment la ferme rémoise qui fait de la collecte de la même manière. Donc, moi, je n'ai pas de capacité à mettre en place un service public pour la collecte des biodéchets. Donc, ce que l'on a fait au niveau du Grand Reims, on a essayé de créer une économie, de créer une économie locale. Comment on a fait ? Moi, Grand Reims, je suis producteur aussi de biodéchets. C'est-à-dire avec les cantines scolaires, notamment. Voilà, exactement. Je vais devoir respecter la même réglementation que les producteurs de biodéchets avec les écoles, avec les cantines, etc.
Donc on a lancé un marché public, on a lancé un gros marché public qui s'applique sur l'ensemble du territoire du Grand Reims, donc avec des problèmes de compétences, etc. Mais ça, je vous en parle pas. On a lancé un gros marché qui fait que, grosso modo, à partir du 1er janvier 2024, on aura un prestataire qui circulera sur l'ensemble de mon territoire pour aller collecter les écoles. Et il circulera au moins une fois par semaine. Et qu'est-ce qu'a fait le Grand Reims derrière ça? Le Grand Reims a dit, dans le cadre de ce marché public, a dit « J'autorise mon prestataire à collecter des prestataires privés ». C'est-à-dire que quand il va avoir un camion qui va collecter une école sur un territoire rural, ben, il aura capacité à aller collecter le boulanger de ce village-là dans le cadre d'une relation qu'ils auront eue de privé à privé. Comme ça, moi, je respecte mon côté, je ne peux pas intervenir dans le domaine privé. Et techniquement, du fait qu'on ait créé cette économie, qu'on ait créé cette organisation sur notre territoire, techniquement, il devrait avoir des prix qui vont aller de plus en plus vers des prix de moins en moins importants, donc de plus en plus optimisés. Donc c'est la démarche que l'on a fait. On l'a fait sur le territoire rural et sur le territoire urbain. Et sur le territoire urbain, on a encore une deuxième entreprise qui a cette capacité aussi d'intervention, parce que moi, j'ai une obligation aussi pour les habitants, qui est mon cœur de métier, l'habitant, où je dois mettre à disposition des habitants un moyen de se débarrasser de ces biodéchets. Et concrètement, sur le territoire urbain du Grand Reims, on va mettre en place une collecte en point d'apport volontaire qui va se déployer dans les semaines qui viennent, qui va se déployer. Et mon prestataire qui fait cette collecte est aussi autorisé à collecter des entreprises privées. Donc on a créé, sur le Grand Reims, on a créé l'organisation pour que les professionnels puissent avoir facilement, rapidement accès à un autre professionnel pour cette collecte des biodéchets. Ça, c'est à partir de quand? C'est déjà en ce moment? Alors, le marché dont je vous parle a été notifié au tout début juillet, donc oui. il va être en place pour respecter la réglementation au 1er janvier 2024. Et pour cette collecte des points d'apport volontaires, le déploiement va se faire à partir du 1er octobre. Donc, on va commencer à déployer ces points d'apport volontaires sur le territoire urbain du Grand Reims à partir du 1er octobre. Ce déploiement, vous en parliez tout à l'heure, va prendre un peu de temps, parce qu'on va déployer environ 500 points d'apport volontaire sur le territoire. Ça va prendre 2 ans, hein, je crois. Ça va, voilà, on envisage environ entre 25 et 30 implantations par mois, donc ça va prendre environ 2 ans pour avoir un maillage suffisamment intéressant de notre territoire. 500 points d'apport volontaire, ça doit représenter un gros investissement, ça? Ça représente un gros investissement, mais de ce côté-là, on a aussi le partenariat de l'ADEME qui, dans le cadre d'un appel à projet, le Grand Reims avait démontré, expliqué sa démarche. Et de ce côté-là, l'ADEME a retenu notre dossier et on a un financement qui couvre une partie de l'investissement et du fonctionnement pour ce déploiement des points d'apport volontaire. Concernant les points d'apport volontaire, j'imagine qu'il n'y a pas une caméra devant chaque point d'apport volontaire. On peut très bien imaginer que les métiers de bouche des professionnels viennent mettre leurs biodéchets dedans, non? Comme n'importe quel citoyen, finalement. On peut l'imaginer, on peut avoir des professionnels qui ont des quantités qui sont suffisamment négligeables, effectivement, pour aller amener ça sur nos points d'apport volontaire. Ça n'a pas été le choix que l'on avait fait. Initialement, on avait testé, parce qu'avant ce déploiement, on a fait une phase de test qui a duré 18 mois. Sur cette phase de test, on avait mis en place des badges. Pour accéder à ces points d'apport volontaire. D'accord. Le résultat de la mise en place de ces badges, on a fait une enquête, mais grosso modo, on attendait environ 3000 foyers sur notre expérimentation. On en a eu 500. Donc on a été très en dessous de nos objectifs. Ça veut dire que le badge était un oui, handicap? Le badge a été bien accepté par vraiment les foyers les plus, les plus intéressés par l'environnement. Sur ces foyers, on attendait 16 kilos par habitant et par an de biodéchets, on en a eu 29. Donc de par notre méthode, on a vraiment attiré que les gens très intéressés par l'environnement ou par cette démarche. Donc on a décidé d'enlever les badges. Et effectivement, on pourra avoir des professionnels qui viendront sur nos points d'apport volontaire, on ne les identifiera pas. Par contre, on verra qu'un point d'apport volontaire, si du jour au lendemain, je le collecte plus une fois par semaine, mais 5 fois par semaine,
Donc on arrivera facilement à identifier la provenance des biodéchets et puis là faire notre démarche de pédagogie. Parce qu'avant d'avoir des démarches plus répressive, on a de la démarche de pédagogie, bien sûr, c'est aussi les actions des collectivités. Je comprends. Emmanuel Debatty, j'avais juste une dernière petite question à vous poser. J'avais lu qu'en 2006, vous aviez permis ou autorisé à un certain nombre de citoyens de bénéficier de composteurs individuels au sein de leur ménage. Vous en aviez ainsi distribué 8000 en l'espace de 15 ans. Et puis, ces gens-là bénéficiaient même d'un seau gratuit ou etc., un bio-seau, s'ils suivaient une formation. Est-ce que vous aviez poussé la démarche jusqu'à proposer ça aussi aux professionnels des métiers de bouche ou pas? Alors, c'est tout à fait une question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est-à-dire les professionnels au jour d'aujourd'hui qui produisent du biodéchet, grosso modo, ont deux solutions. Une solution indiquée ici, c'est d'avoir une gestion propre de proximité des biodéchets par des méthodes de compostage, et une solution collecte séparée avec mise en bac et un professionnel qui vient collecter. Dans cette solution de collecte de proximité avec des composteurs, la collectivité effectivement réfléchit à la capacité de mettre à disposition de ces professionnels un composteur ou des composteurs, parce qu'il va y avoir des volumes importants ou des composteurs, et peut-être même avoir des possibilités de donner des formations ou de donner quelques conseils. Alors, pourquoi on peut faire ça? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau du Grand Reims, on a déployé le compostage individuel, ça que tout le monde connaît, mais on a aussi déployé le compostage partagé pour des foyers qui sont plutôt en milieu urbain. Le compostage partagé, on met un composteur à un endroit, il y a des foyers qui sont intéressés et une dizaine ou une trentaine de foyers viennent sur ce composteur partagé. Donc, on commence déjà à avoir une certaine expérience de ce composteur partagé. Donc c'est en cours d'étude, mais c'est une action qu'on peut tout à fait envisager. Très bien. Allez, on va vous inviter à réagir maintenant, à poser des questions, à témoigner. Je vais juste devoir récupérer votre micro, Emmanuel Debatty. Voilà, merci beaucoup. On a un micro à votre disposition, n'hésitez pas. Voilà. Merci systématiquement de vous présenter. Bonjour, Céline Banque, chef de projet économie circulaire à la CAC de Châlons. Et donc j'avais une question pour Monsieur Debatty, justement sur la gestion de votre point d'apport volontaire des biodéchets et sans badge. Et je me demandais comment vous alliez faire le contrôle de la qualité des biodéchets. Merci pour votre question, madame. Contrôle qualité. On va vous donner un micro, voilà. Vous allez devoir vous partager le micro, oui. Je suis désolé. Alors, ça fait effectivement, lorsqu'on a mis en place les badges, le deuxième objectif qu'on avait aussi, c'était d'avoir un produit de bonne qualité. Parce que le biodéchet a aussi cette contrainte par rapport à d'autres déchets, c'est qu'on demande une qualité relative. Enfin, il faut qu'il soit propre, pas beaucoup d'impuretés dedans. Donc, on avait mis en place ces badges, et comme je vous disais, on a eu 29 kg par an et par habitant, et on s'est rendu compte aussi qu'on avait un produit de très bonne qualité. On avait moins d'1% d'impureté. Donc, on avait un produit de bonne qualité. Quand on a fait un test sans badge sur un secteur de Reims, on a fait un test de point d'apport volontaire sans badge. Et on a vérifié la qualité. On est resté sur une qualité autour de 3-4%. Donc, on a eu une démarche, on s'est dit, là, on peut mettre en place le secteur sans badge parce que la qualité restera dans les 3-4%, c'est-à-dire inférieur au site de traitement qui nous demande de ne pas dépasser 5%. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. D'autres questions, témoignages, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une tout de suite. Ah bah voilà, merci monsieur. On vous apporte le micro, merci de vous présenter. Marc Després, vice-président de la commune d'Aglo de Bar-le-Duc, en charge des déchets. Alors justement, on vient de parler de la collecte. Alors, la collecte, ça c'est encore faisable. Mais que deviennent les biodéchets? Parce que le gros souci qu'on a, c'est, voilà, il ne suffit pas de les collecter, mais l'exutoire, c'est quoi pour vous? Alors, dans la démarche, alors sur les habitants, collecte des points d'apport volontaires sur les habitants, on avait passé un marché de traitement. Ils vont vers une plateforme de compostage qui accepte le... Excusez-moi, je vais employer des termes techniques, mais qui accepte le SP3, sous-produit animal, pour faire du compost. Donc, on est sur une plateforme de compostage, disons, industrielle.
Concernant la collecte des biodéchets qu'on va faire sur nos écoles, dans le cadre du marché qu'on a lancé, là aussi, on n'a pas voulu fermer ce marché-là à un type de traitement. Donc on a lancé un marché qui est de la pré-collecte, mise à disposition des bacs, la collecte et le traitement. Et concernant la collecte de nos écoles, ça va partir vers une plateforme de méthanisation qui est située à une quarantaine de kilomètres à côté de Reims, qui est située dans les Ardennes, une plateforme de méthanisation gérée par un groupement d'agriculteurs. Donc au jour d'aujourd'hui, on va avoir les deux filières. Vous leur apportez gracieusement ou alors vous leur vendez? On le paye. C'est Ah, une vous collecte. payez? Ah oui, la collectivité est exactement pareille qu'un restaurateur, c'est-à-dire que j'ai la même obligation qu'eux en tant que producteur de biodéchets. Donc j'ai un prestataire qui va venir me collecter et il va me facturer la collecte. Alors là, on a une facture au bac levé, tout simplement, mais on le paye. Allez, on poursuit les questions. Voilà, monsieur, merci de vous présenter. Oui, bonjour, Thomas Samine, Société Agricyclage. Donc ça fera le lien ça pour... fait sourire Emmanuel Debatty. Vous vous connaissez donc tous les deux, c'est ça? On se connaît, donc on a eu la chance d'être retenu sur le marché du Grand Reims, effectivement, pour le traitement. Site de méthanisation, mais pas que, c'est plus le témoignage que je voulais apporter. Tout site de méthanisation ne peut pas traiter les biodéchets, il y a quand même des règles à respecter. Et donc on a fait le choix, Agricyclage, c'est à la base une méthanisation portée par 6 agriculteurs avec le choix d'aller capter des matières extérieures de nos exploitations. Et en 2021... Matière extérieure, c'est-à-dire? Tout ce qui va être déchets, pas produits sur les fermes en fait. Oui. Sur le Ça peut être méthaniseur, quoi? par exemple, on n'a pas de culture dédiée comme on peut entendre. Ça va être les sous-produits déjà de nos fermes, les pulpes de betterave quand vous produisez du sucre. On broie les betteraves et puis on va en extraire le sucre d'un côté, mais il reste un résidu. Ça, on va le récupérer, on est producteur de betteraves. On a les issues de nos céréales également, les drèches qu'on peut récupérer, des matières simples végétales. Ça, c'est ce qui rentre dans un méthaniseur classique avec les agréments sanitaires classiques. Par contre, quand on va aller chercher des matières avec de la protéine animale, potentiellement ou des traces, on a besoin d'avoir un tri. Donc on a deux choses. Il y a la typologie du biodéchet, avec protéines animales, entre autres, qui nécessitent une hygiénisation, un traitement thermique pour tuer les pathogènes potentiels, puisqu'ensuite ça retourne dans nos champs. Et puis de l'autre côté, la qualité du tri, vous en avez parlé, avec le choix de matières pour aller affiner, retirer le plus possible d'indésirables dans la pulpe qu'on va emmener dans la méthanisation. Et nous, le choix, pourquoi nous, agriculteurs, on s'est mis sur ce marché-là au début, c'est deux raisons. L'autonomie en termes d'engrais pour nos exploitations agricoles, parce qu'on a besoin, vous avez vu la crise en Ukraine et autres, la flambée des cours des matières premières et l'engrais, c'est le gaz naturel qui indexe son prix. Donc on cherche une autonomie là-dessus. Et surtout, on s'est dit, les biodéchets vont aller dans nos sols demain. Et qui mieux qu'un agriculteur pour avoir la qualité et aller affiner la qualité. La loi amène aujourd'hui des normes de qualité. Nous, on veut aller plus bas encore. On est en dessous des 0,1% d'indésirables dans ce qui retourne au sol parce que la terre sur laquelle on les pend, c'est la nôtre. Donc on a ce souci de qualité-là. Et en fait, quand on lève des bacs, eh ben, notre opérateur de collecte, il ne fait pas juste de collecter, il contrôle et il a un rôle pédagogique. Et ça, on le met en avant, on intervient dans les écoles, on intervient auprès des opérateurs dans les cuisines pour expliquer les gestes. Et en fait, quand on a ce système-là où on fait de l'échange de bac, où on lave le bac, ça ne prend pas forcément plus de temps pour la personne parce que le restaurateur, nous, quand on lui lève le bac, on le lave en même temps. On part avec de l'eau chaude qui est recyclée dans le process. Donc en fait, l'opérateur, il n'a pas besoin de laver son bac derrière. Et ça, je pense que tous ceux qui ont travaillé en cuisine, ils savent la lourdeur de cette opération-là. Donc c'est des choses qu'on a essayé de pousser au maximum pour avoir du circulaire. Nos camions demain vont rouler au gaz produit avec nos biodéchets, etc. Donc voilà, c'était ce témoignage-là, mais avec vraiment le côté attention au tri. Nous, on a fait le choix du coup d'avoir une ligne de déconditionnement. Monsieur Debatty, vous êtes venu et certains d'entre vous. C'est pas un déconditionneur tout simple où on est pas derrière. On additionne 5 à 6 machines à la suite pour aller chercher du spécifique. Là, on en a une pour aller chercher les traces de verre parce que quand vous collectez des invendus de grande et moyenne surface, et le petit pot d'une marque célèbre de yaourt qui est en verre, eh bien, il se retrouve malheureusement mélangé aux autres et le verre pourrait se retrouver dans les champs. On a ces solutions territoriales qui peuvent permettre au cas par cas, et là on sait aller du très gros volume comme du plus petit.
Merci beaucoup pour votre témoignage. On poursuit, on a encore 5 minutes devant nous. Voilà. Je vois un bras qui se lève. Merci monsieur de vous présenter. Bonjour à tous, Georges Bell, je suis le vice-président de la Chambre régionale des métiers et de l'établissement de l'Aube. D'abord, je tenais à féliciter toutes les initiatives et encore merci à Mélissa pour tout ce qu'elle fait pour nous et dans le Grand Est. Et je m'adresse à vous, monsieur Ducharme, pour la simple et bonne raison que nous avons mis en place, et nous sommes fondateurs avec nos amis consulaires de la CCI de l'Aube, de l'association et d'une nouvelle filière qui s'appelle la DAEV, qui est justement la collecte et la création de filières de traitement des déchets, quels qu'ils soient, que ce soit dans le bâtiment et ailleurs, sachant que dans l'Aube, on a cette problématique de n'avoir plus qu'une centrale de traitement qui est à Saint-Aubin, à côté de Nogent-sur-Seine, soit à 62 km de Troyes, avec les problématiques. Première chose. Deuxième chose, et là, Laurent Duparc, mon vice-président, est aussi le vice-président de cette association, donc je pense qu'on aura un dialogue à avoir, ainsi que mon directeur territorial qui est derrière moi, car sur votre initiative sur 3, elle est nécessaire pour 2 raisons. Un, par rapport à nos artisans qui aujourd'hui, boulangers ou restaurateurs, ont du mal à sortir les déchets de la ville, et vous savez bien qu'ils sont enfouis dans le centre de Troyes avec les problématiques qu'il y a de passage. Et 2, nous arrivons aussi avec la problématique du dernier kilomètre et la ZFE que je mets en concordance, et qui fait que nous ne pouvons plus avoir accès avec des camions légitimes et au fuel et au diesel pour entrer dans la ville. Donc j'aimerais bien qu'on développe des choses plus importantes sur l'ensemble de Troyes et son agglom, mais ailleurs, nos gens entre autres, et vous féliciter pour la chose, car on est vraiment dans l'Aube, à l'ouest de ce qu'on doit faire. J'en ai vu avec Jérôme Beton la dernière fois lorsque j'étais avec lui à Châlons, et Thibault aussi. Très bien, et il faudrait qu'on poursuive. J'aimerais bien vous rencontrer derrière cette réunion avec Laurent Duparc, entre autres. Ok. Merci. Eh bien voilà, c'est l'occasion rêvée de rencontrer des gens. Effectivement, vous pourrez vous rencontrer au moment du cocktail. Il n'y a pas de souci pour... vous voyez, les perspectives de développement, Thomas Richarme, ça se présente bien, non? Ah, super. Bon, on va continuer. Allez, on a encore 5 minutes, je vous ai dit. Voilà, on vous apporte un micro. Merci beaucoup. Donc, je suis Ghislain Wisozinski, je suis conseiller... Approchez bien le micro, surtout. Je suis conseiller régional du Grand Est, élu dans l'Aube. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de visiter Valobia, donc c'est l'incinérateur de la Chapelle Saint-Luc. Et l'une de leurs problématiques, c'est les biodéchets, justement. Il se trouve qu'ils en ont de trop, parce que ça a atteint le calcul d'un ratio qui est le pouvoir calorifique. Et ils aimeraient vraiment que ça baisse, parce que ça les empêche, je dirais, d'atteindre leurs objectifs. Donc je trouve que toutes ces initiatives de collecte sont vraiment formidables, et je vous en remercie. Merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur. Antoine Chiron, oui, on va vous donner le... Allez-y. Prenez à... Voilà. Je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit. On a pu observer que dans la poubelle grise des ménages et des assimilés, donc les professionnels qui sont collectés par le service public, donc dans la poubelle grise qui est collectée par le service public, on a encore à peu près 1/3 de biodéchets, voilà, qui finissent soit incinérés, soit mis en décharge. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu effectivement important par rapport à ça, de sortir ces biodéchets de cette poubelle grise, de ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles. Ouais. Et alors justement, à l'ADEME, de quelle manière vous pouvez accompagner les collectivités, mais aussi les métiers de bouche, tout simplement à trier plus efficacement leurs biodéchets, peut-être à réduire cette consommation exagérée de déchets alimentaires? Alors, je dirais, on intervient à plusieurs niveaux. Le premier, donc auprès de la cible des professionnels, ça passe par le programme porté par la Chambre régionale des métiers de l'artisanat qu'on évoque aujourd'hui, où je dirais on apporte un soutien pour que derrière il puisse y avoir des conseils et puis un fléchage auprès des bons dispositifs d'accompagnement financier qui peuvent s'en suivre. Donc c'est vrai qu'après, à l'issue des conseils CRMA, il peut y avoir notamment un dispositif tremplin qui est mis en place par l'ADEME pour accompagner les artisans dans leur démarche.
Après, auprès de la cible des collectivités, c'est vrai que l'ADEME apporte un soutien à l'investissement. On évoquait tout à l'heure l'opération du Grand Reims qui bénéficie d'une aide de l'ADEME au titre de l'investissement pour mettre en place les apports de points de volontaires, c'est ça? Comment? Pour mettre en place les apports de points de volontaires. Oui, oui, entre autres, oui, tout à fait. Donc ça se traduit par ces dernières années, il y a eu sur ces 4 dernières années, il y a eu des appels à projets qui ont été mis en place par l'ADEME pour soutenir les collectivités dans leur démarche de tri à la source des biodéchets, pour les ménages et aussi pour les assimiler, hein, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent être aussi, je dirais, intégrés dans le dispositif du service public. Donc il y a eu un effort d'investissement de la part des collectivités qui a été important. Hein. De ce qu'on a pu soutenir ces 4 dernières années, il y a eu 26 millions d'investissements de la part des collectivités, auxquelles on a pu apporter de l'ordre de 10 millions 26 millions d'investissements et 10 millions d'euros d'aide ADEME à peu près sur ces investissements. Et depuis cette année, on a ce qu'on appelle le fonds vert pour les collectivités, où là, on a pu observer là aussi une accélération finalement de l'effort d'investissement, puisque depuis le début de l'année, là, on a, parmi les opérations qui ont été retenues, on a à nouveau 26 millions d'euros d'investissements supplémentaires qui ont été planifiés par les collectivités, auxquels donc, on a apporté une aide complémentaire de 6 millions d'euros à ce jour, en 2023. Donc il y a une accélération de l'investissement de la part des collectivités sur ces questions-là, en lien bien entendu avec l'échéance réglementaire qui se profile. Donc là, j'évoquais l'aide à l'investissement pour les collectivités qui peut aussi bénéficier dans une certaine mesure aux professionnels assimilés et desservis par le service public. Et puis, je dirais, au-delà de tout ce soutien au tri à la source des biodéchets, l'ADEME accompagne aussi tout ce qui est, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire, en soutenant notamment un réseau régional qui s'appelle le réseau Partage, qui a pour objectif de fédérer tous les acteurs de la chaîne alimentaire en Grand Est et d'avoir des retours d'expérience sur des opérations de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'alimentation durable, d'échanges entre pairs, entre porteurs de projets sur ce qui a été mis en place jusqu'à présent, de partager des ressources aussi pour faciliter des nouvelles opérations. Donc voilà, l'ADEME aussi bien sûr a à cœur de se positionner en amont du biodéchet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'alimentation durable. Ce réseau partage, on retrouve des conseillers un peu partout dans la région Grand Est? Alors en fait, on a finalement tout un maillage qui est en train de se structurer et je dirais le principal relais local de ce réseau, ce sont les collectivités qui portent ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, voilà, qui ont pour but de travailler sur l'alimentation durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire sur leur territoire. Nabil, j'ai vu que vous aviez envie de réagir, non? Oui, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé concernant le tri à la source pour tous les producteurs de biodéchets, tous ceux, par exemple, les cantines scolaires, les cuisines centrales, etc. Il y a du matériel, mais qui est très peu utilisé en France. C'est des déshydrateurs de biodéchets, et sur des cycles de 6 à 12 heures, on arrive à diminuer de 80% et on se retrouve avec un substrat qui peut aller soit être de l'épandage, mais avec certaines conditions, parce qu'en fait on est très concentré, ou alors retourner à la méthanisation. Et donc ce matériel, malheureusement, accompagnement ADEME, j'avais fait une demande en particulier à ce sujet, et hormis le composteur traditionnel en bois, alors j'avais bien profité de ce qui avait été proposé par le Grand Reims. Donc ça fait 5 ans qu'on a 3 composteurs devant notre boulangerie, mais par rapport au volume, on n'y arrivait pas, ce n'était pas suffisant, donc on a dû trouver une autre solution. Donc vous aimeriez quoi? Qu'il y ait des aides justement à un accompagnement, l'investissement ça veut sur dire, les et ça peut aussi éviter de retourner, si je divise par 5 le volume, en termes de collecte, quelque part, on y va le moins souvent et on a déjà un terreau qui peut tout de suite être exploitable et mis ailleurs, en fait. Oui, Antoine, et puis ensuite Mélissa. Oui, donc du coup, par rapport à ça, je dirais que les outils de déshydratation, ça peut être intéressant pour les professionnels qui ont des contraintes en termes de volume de stockage. Effectivement, dans certains cas, ça apporte un gain de place qui peut être conséquent. Pour autant, en termes de traitement des déchets, si on parle bien d'un déshydrateur,
on est sur une unité qui n'est pas une unité de traitement des biodéchets. C'est-à-dire qu'on on enlève l'eau, mais ce qui sort de l'unité de déshydratation garde le statut de déchet et doit être collecté comme un biodéchet et doit être traité comme un biodéchet. Il garde le statut de déchet, donc derrière doit passer par une unité de compostage ou de méthanisation. Et il faut être assez vigilant sur les discours que peuvent tenir certaines entreprises qui vendent ce type d'unité de déshydratation, qui parlent effectivement des fois, qui jouent des fois un peu sur les termes et qui peuvent parler de substrat alors que ça garde réglementairement un statut de déchet. Donc c'est un problème de réglementation là que vous êtes en train de dire. Oui, mais ça a son impact derrière par rapport au traitement à appliquer et au respect de la réglementation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comment dire, épandre directement quelque chose qui sorte d'un déshydrateur. Oui. Et juste, ça pose aussi question en matière de consommation d'énergie pour déshydrater justement ces biodéchets. Ça peut représenter une consommation conséquente en termes de facture énergétique derrière pour les déshydrater. Okay. Merci d'avoir attiré notre attention. Mélissa ? Je complète tout à fait les propos d'Antoine sur les déshydrateurs, les sécheurs. Ça fait partie des matériels qu'on a étudiés dans l'étude. C'est vrai que nous, après, nos conseillers environnement, ceux qui sont sur le terrain, évaluent la pertinence de ce type de matériel en faisant des plans de financement aussi entre la réduction financière que peut apporter la réduction des fréquences de collecte par un prestataire privé que permet ce type de matériel qui stabilise le biodéchet et en même temps les augmentations financières que génère ce type de matériel avec le coût à l'acquisition et les consommations énergétiques. Et en fait, nous, nos conseillers, on développe des outils de diagnostic spécialisés, dont le diagnostic économie circulaire, qui vise aussi à réduire les pertes alimentaires. On parlait de gaspillage alimentaire tout à l'heure. C'est vrai que dans l'artisanat, on va avoir très peu de gaspillage alimentaire. Ça va vraiment être des erreurs de production. Mais en général, les artisans sont très bienveillants à ces sujets-là. Donc, on les accompagne aussi sur ça, mais aussi sur des solutions, après, concrètement, adaptées à leur entreprise, à leur profil de production et à leur environnement territorial, sur la gestion du biodéchet. Et parfois, le déshydrateur sécheur à biodéchets s'avère comme être une solution pertinente, parfois non. Très bien, merci pour ces précisions. On va terminer avec vous, Yves, si vous le voulez bien. Voilà, vous allez prendre le micro. Vous aviez peut-être déjà envie de faire une petite remarque. Oui, moi c'était parce que nous on avait regardé pour un séparateur eau liquide justement pour les drèches, parce que les drèches c'est 70% d'humidité. Et donc j'ai fait un petit calcul juste avant, c'est quasiment 420 hectos sur les 1500 hectos que je produis de bière. Donc ça veut dire que je pourrais clairement diminuer de 1 litre, voire 1,5 litre ma consommation d'eau pour 1 litre de bière. Donc ça serait très intéressant pour vous. Aujourd'hui, les microbrasseries, ça consomme 8 litres d'eau. Moi, je suis descendu à 4,5 litres. Et si on pouvait descendre à 3, c'est pas mal. Bah, j'imagine. Alors vous avez aussi envisagé d'autres solutions de valorisation de vos drèches, malgré les contraintes notamment réglementaires et sanitaires. Vous avez coopéré avec votre voisin pour en faire des biscuits, j'ai lu. Moi, les drèches, en fait... une fois que c'est séché, encore une fois, cette histoire de séparateur liquide-solide, en fait, ça nous permet en fait, d'enlever les substrats ou le côté humide va permettre, en fait, vu qu'il n'y a plus rien, de développer des micro-organismes qui peuvent être quand même assez méchants pour l'organisme. Donc on est obligé très rapidement d'inerter les drèches, donc les sécher. S'il y a moins d'eau, il y aura de toute manière moins d'énergie pour sécher le substrat à la fin. Donc effectivement, on peut utiliser les drèches pour faire des biscuits, pour faire des pâtes, pour faire des chaises aussi. Là, on est en train de travailler avec l'URCA aussi, pour des matériaux inertes pour la construction. Et alors, ça a donné quoi dans l'alimentaire, les tests qui ont été menés avec Casapin ? Alors, on a essayé, sur des tout petits volumes, de transformer des drèches qui venaient juste d'être exploitées pour en faire des crackers, voilà, qu'additionner avec un peu de fromage, un peu de farine, un peu d'épices, etc. Mais comme c'est une matière qui n'a pas de texture quelque part, c'est très difficile. Alors c'est très facile à faire en micro-quantité, sur son plan de travail avec un petit rouleau, mais d'appliquer une méthode un peu plus industrielle et pour pouvoir lui passer des gros volumes, on n'a pas suffisamment eu de temps pour travailler le sujet. Mais les résultats sont très intéressants et c'est vraiment très bon. En plus. Voilà. Oui, c'est toujours ça. En fait, le problème, c'est de pouvoir en fait passer de tests de cuisine à un pilote semi-artisanal ou semi-industriel.
Et donc d'autres projets de recherche de ces drèches pour une valorisation, c'est ça? C'est pas moi qui l'ai fait. En tout Oui, cas, il existe aujourd'hui l'intégration des drèches pour des résines d'impression 3D. Il existe déjà des designers qui travaillent en fait les drèches pour faire des meubles, pour faire aussi, comme je le disais, des produits pour l'habitation. Donc la drèche, techniquement, a différents types de valorisation, en plus de la biométhanisation. Très très bien. Merci à l'ensemble de nos intervenants. Merci de les applaudir. Voilà, et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous pourrez les rencontrer tout à l'heure pour poursuivre les discussions. Avant d'aborder une deuxième table ronde sur les problématiques de mobilité, j'aurais besoin sur scène de 2 partenaires de la CMA Grand Est, 2 partenaires historiques, à savoir Guillaume Denis, représentant la BPALC, et Alain Caillet, représentant Groupama. Où sont-ils? Ils sont là. Je vous en prie, messieurs. Alors, un petit signe de la main à nos amis. Guillaume Denis, un petit signe de la main. Voilà, directeur territorial de la Marne pour la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Et vous, Alain Caillet, vous êtes vice-président de Groupama dans la Marne. Et par ailleurs, vous êtes aussi agriculteur, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Vous aviez envie de réagir à la table ronde précédente? Vous étiez intéressé par le sujet des biodéchets? Ce que je voudrais simplement dire, c'est féliciter bien entendu tous les intervenants, mais surtout aussi de voir qu'il y a de nombreuses initiatives qui sont lancées. J'aurais tendance à dire de voir un petit peu justement tous les parties prenantes, on va dire, de cette démarche-là. Et vous les soutenez, ces solutions, ces expérimentations, financièrement? On les vous soutient, êtes un banquier, monsieur. On est même derrière, on l'évoquera, je pense, derrière, avec effectivement un accompagnement dédié et puis avec des offres dédiées. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que toutes les parties prenantes travaillent en synergie. Et c'est quelque chose, pour moi, de nouveau, d'assez récent. Et j'aurais tendance à dire enfin. Et pourtant, il y a une multitude de solutions qui existent déjà depuis un petit moment. Je pense notamment, on a eu l'occasion lundi soir dernier, au sein de la foire, de remercier, dans le cadre d'une cérémonie de prix, des agriculteurs. Et notamment, on avait le premier agriculteur en France qui avait fait la méthanisation au sein de son exploitation. Donc un cercle vertueux. Et c'était en 1991, donc ça fait déjà plus de 30 ans. Qu'il avait déjà entrepris cette démarche-là. Donc je voudrais vraiment être positif et de dire que derrière, c'est une formidable opportunité de dire, à travers par exemple cet exemple-là, de pouvoir réconcilier écologie et économie. Alain Caillet, donc vous êtes vice-président de Groupama dans la Marne, agriculteur dans ce même département. De quelle manière Groupama accompagne aujourd'hui les artisans à développer et puis surtout à faire en sorte de... Mais déjà, je voulais aussi compléter une petite réaction à chaud. C'est vrai que tout ce qui a été évoqué depuis ce matin, on voit que c'est très intéressant et très inspirant. On peut voir qu'il y a encore énormément de changements à faire. Avec toutes ces initiatives mises en place, et en tant que représentant Groupama, moi je tiens à souligner l'importance de se rapprocher de Groupama dès les prémices des projets, parce que c'est vrai qu'on voit énormément de projets se mettre en place, mais quand on vient nous solliciter à la fin du projet, on s'aperçoit des fois que on n'a pas toujours pris le bon chemin et que c'est pas toujours assurable, donc il faut toujours nous appeler dès le voir début. Groupama, bien en amont. Voilà. De quelle manière vous accompagnez les acteurs du territoire, et notamment les artisans et les petites entreprises, à s'engager dans la transition, allez-y, gardez le micro, oui, à s'engager dans la transition écologique et énergétique? Concernant l'engagement dans la transition écologique et énergétique, Groupama il est engagé sur 2 axes forts. Alors, le premier axe concerne nos clients et le fait que, ce que je vous expliquais au démarrage, on accompagne évidemment les clients qui veulent se diriger vers la transition, mais aussi il est primordial, comme je vous l'ai dit, que Groupama soit associé le plus en amont possible pour pouvoir accompagner aussi en termes de prévention des risques. Et le deuxième axe, c'est qu'en tant qu'acteur économique de son territoire, Groupama et ses équipes sont aussi engagés plus spécifiquement dans le RSA du point de vue des transitions pour développer des solutions de protection qui s'adaptent à l'évolution de l'environnement et des modes de vie,
et les réflexions sur les solutions de demain sont en cours. Pour citer quelques exemples, chez nous, nous faisons la promotion de l'utilisation des pièces de réemploi dans l'automobile. On a utilisé plus de 11% en 2022, ce qui contribue à la décarbonation de la relation client. Et nous développons aussi la digitalisation avec le recours à la signature électronique. Pour les nouveaux documents contractuels, nous travaillons aussi à la réduction du nombre de kilomètres avec l'expertise à distance. Nous cherchons également à diminuer notre empreinte carbone avec la réduction des kilomètres parcourus par les collaborateurs et l'optimisation de notre parc immobilier pour avoir un impact sur notre consommation énergétique. Et un autre point de la stratégie RSE de Groupama concerne spécifiquement le local. Alors plus clairement, nous avons la volonté de contribuer au développement de nos territoires avec de nombreuses actions portées par les élus aussi sur le terrain, parce que Groupama, il y a des collaborateurs, mais aussi il y a énormément d'élus avec un tissu qu'on arrive à mettre sur le territoire. Et pour illustrer mes propos, et au-delà d'être des partenaires d'acteurs économiques, nous soutenons par exemple des initiatives, des petites entreprises qui contribuent au développement durable sur leur territoire et qui s'engagent dans la transition. C'est pour. Je termine. C'est un trophée, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Je termine en vous disant que Groupama a lancé le Trophée Pro, voilà. Et donc c'est aussi c'est ouvert à la fois aux sociétaires et aux non-sociétaires. Et on met ça en place tous les 2 ans. Et c'est pour valoriser les projets innovants et remarquables d'un point de vue environnemental, économique et sociétal, et prévention des risques. Alors la prochaine édition a lieu l'an prochain. Donc si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, vous pouvez nous les envoyer. On peut s'y inscrire. Donc, bien si sûr. Je vous entends il y a un bien. petit cahier des charges à respecter, mais ce n'est pas très compliqué. D'accord, voilà. Très très bien. Merci pour ces précisions. Guillaume Denis, donc, vous, directeur territorial de la Marne, à la BPALC, pardon. Alsace-Lorraine-Champagne. De quelle manière vous accompagnez les entreprises et notamment les artisans dans ce grand défi De toute façon, déjà, la BPLC est parfaitement consciente, on va dire, de sa responsabilité sociétale. Elle a engagé depuis pas mal d'années, on va dire, une politique RSE coopérative qu'on appelle la BCDE. Donc, c'est agir en banque coopérative durable et engagée. Et donc, à travers ça, bien entendu, d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on est le premier établissement bancaire, justement, à être identifié comme engagé RSE 26 000. Voilà, avec une maturité qualifiée d'exemplaire. Et on a forcément, derrière, on s'appuie justement sur cette politique-là pour déjà, sur autour de 5 piliers, pour accompagner du coup nos artisans commerçants. C'est d'une part avoir des agences bancaires humaines et citoyennes et vraiment de proximité, puisque l'artisanat, c'est le commerce, c'est des activités de proximité, donc il faut qu'on soit en proximité de nos clients, bien entendu. On s'engage également, nous, à intensifier l'écomobilité. On parlait de signature électronique, mais c'est également tout ce qui est entretien à distance, visioconférence, voilà, bien entendu, même si le contact humain est extrêmement important à nos yeux. Mais également, on parlait tout à l'heure de trophée pro, mais nous également, on fait également ce type de trophée-là. On parlait de Dynamique Agri lundi, mais également Star et Métier, où on a une catégorie spécifique sur responsable. Ça permettrait de mettre véritablement en avant des clients. On a également les associations qu'on met à l'honneur également à travers les prix d'initiative région Alsace-Lorraine-Champagne, où ces associations elles peuvent avoir un chèque jusqu'à 5 000 € pour les accompagner un petit peu dans leur démarche. Mais on a également une dynamique commerciale verte et solidaire, où tous nos collaborateurs sont véritablement formés, quel que soit le marché, sur justement la dimension climatique et environnementale, et afin d'accompagner nos clients vraiment dans la réalisation de leurs projets, et avec des offres dédiées, bien entendu, que ce soit pour la rénovation énergétique, que ce soit également les énergies renouvelables, l'écomobilité,
les entreprises en transition, mais aussi des offres éco-citoyennes, que ce soit sur l'épargne, l'assurance, etc. Donc voilà, tous nos collaborateurs sont véritablement formés avec des offres dédiées justement là-dessus. Et bien entendu, en tant qu'employeur, on se doit d'être exemplaire, éthique, et donc derrière, on entretient bien entendu tout ça auprès de nos collaborateurs et de notre démarche. Très très bien, merci à tous les deux, messieurs. Puis on invitera nos amis à venir vous rencontrer s'ils veulent des propositions très concrètes. N'hésitez pas à aller voir au moment du cocktail. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs.